Janesse Shank Ommesannesse. 1. J'étais dans la loge du théâtre et mon agent m'a envoyé le scénario. Le silence des agneaux. Et j'ai pensé que c'était une histoire pour enfants. C'est pratique. Donc, vous jouez le rôle d'un collectionneur. Alors, j'ai lu ça. J'ai pensé que c'était intéressant. 1941, Anthony Hopkins a filmé une scène qui a révélé la vérité sur le plus grand méchant du cinéma. Pendant 2 minutes, il a coupé le souffle à toute l'équipe. Le réalisateur a crié que c'était la meilleure chose qu'il ait jamais filmée. Les critiques qui l'ont vu ont dit que Hopkins méritait un autre Oscar rien que pour cette scène. Mais Jonathan Demme l'a supprimée. Pourquoi? Parce qu'elle révélait quelque chose sur Hannibal Lecter qui allait changer tout ce que nous pensions savoir de lui. Thomas Harris n'a pas inventé Hannibal Lecter à partir de rien. L'idée a commencé dans les années 1960, lorsque Harris travaillait comme journaliste pour le magazine Argosy. Il s'était rendu dans une prison au Mexique pour interviewer un homme nommé Dykes Askew Simmons, un Américain qui avait assassiné 3 frères et sœurs. Mais ce n'est pas Simmons qui a laissé une marque, c'est le médecin qui le soignait. Harris a rencontré un homme appelé Dr Salazar, un médecin de prison poli et éduqué, qui parlait avec charme et grâce. Ce n'est que plus tard que Harris a découvert qu'il ne s'agissait pas simplement d'un médecin. C'était un meurtrier reconnu coupable. Le vrai nom du docteur était Alfredo Bali Trevino. C'était un riche chirurgien qui avait assassiné son amant, Jesus Castillo Rangel, 1959. Il ne s'est pas contenté de le tuer, il a démembré le corps avec une précision clinique et a emballé les restes dans une petite boîte, puis l'a enterré dans le jardin de sa tante. Il a purgé 20 ans de prison, est sorti, est retourné à la médecine et a vécu jusque 2009. Mais sa manière froide, ses manières raffinées et ses compétences chirurgicales sont restées gravées dans l'esprit de Harris. Des années plus tard, elle deviendrait le cœur d'Hannibal Lecter. Lorsque Harris a présenté Lecter pour la première fois dans Dragon Rouge 1981, il n'était qu'un personnage secondaire. Mais avec Le silence des agneaux 1988, Lecter est devenu inoubliable. Chunk 2. Un tueur qui parlait avec élégance, citait la philosophie et mangeait de ses victimes avec du bon vin. Ce n'était pas une brute, c'était un cauchemar raffiné. Et il était sur le point de devenir une légende du cinéma. Cela a failli ne pas arriver. Gene Hackman, fraîchement sorti de sa victoire aux Oscars pour French Connection, a acheté les droits du Silence des agneaux. Il prévoyait de le réaliser, de le produire et de jouer l'agent du FBI Jack Crawford. John Hurt était censé être Lecter et Michelle Pfeiffer serait Clarisse. Hackman était prêt à prendre le contrôle total, mais en 1989, il s'est soudainement retiré. La raison, sa fille a lu le scénario et l'a supplié de ne pas le faire. Hackman a également admis que la violence de l'histoire le mettait mal à l'aise. Avec son départ, Orion Pictures s'est empressé de sauver le projet. Ils se sont tournés vers Jonathan Demme, un réalisateur connu pour ses films originaux et sincères. Au début, Demme ne voulait pas le faire. Mais après avoir lu le livre, il n'a pas pu le laisser tomber. Il a vu quelque chose de plus profond, une histoire de pouvoir, de peur et d'une femme qui se bat pour être entendue. Il a signé et a commencé le casting. Mais Orion Pictures avait un problème plus important. 1990, le studio était presque faillite. Ils avaient une dette de 640 millions de dollars et perdaient beaucoup d'argent. Aux Oscars cette année-là, l'animateur Billy Crystal a plaisanté, disant qu'Orion était dans le coma. Ils étaient tellement désespérés qu'ils ont vendu la famille Adams à Paramount juste pour récupérer 14,6 millions de dollars espèces. Paramount a fait un succès de 113 millions de dollars. Le dernier espoir d'Orion était Le silence des agneaux. Ils lui ont donné un budget serré de 19 millions de dollars et ont espéré un miracle. Puis est venu l'homme qui allait devenir Lecter. Anthony Hopkins faisait du théâtre à Londres lorsque son agent l'a appelé à propos d'un scénario. Le titre l'a déconcerté. Le silence des agneaux sonnait comme un film pour enfants.
mais il n'a lu que les premières pages et s'est arrêté. Chunk 3. Il a rappelé son agent et a dit « Est-ce une offre? Je le veux. C'est le meilleur rôle que j'ai jamais eu. » Jamais lu. Il n'avait même pas atteint la page 10. Il ne voulait pas continuer à lire si quelqu'un d'autre avait déjà pris le rôle, mais cela aurait pu se passer très différemment. Le rôle de lecteur a d'abord été proposé à Sean Connery. Demme pensait que Connery avait l'intelligence et l'intensité nécessaires pour le rôle, mais Connery a dit que le scénario était dégoûtant et a refusé. Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman et même Morgan Freeman ont été envisagés. Tous ont refusé. Ils ne pouvaient pas le voir. Ils avaient l'habitude de jouer des durs, mais l'acteur n'était pas un dur. Il était terrifiant d'une manière complètement différente. Il ne frappait pas, il chuchotait. Pendant ce temps, Clarice Starling a failli ne pas être Jodie Foster. Jonathan Demme voulait Michelle Pfeiffer premier. Elle était intéressée, mais a finalement dit non. Le scénario l'a perturbée. Elle a dit plus tard « le mal à la fin ». Et je ne voulais pas mettre ça au monde. Ensuite, il y a eu Meg Ryan. Elle a également refusé, mais Foster n'a pas abandonné. Elle a fait pression pour obtenir le rôle, même après avoir remporté un Oscar pour Les Accusés. Le scénariste Ted Talley l'avait imaginé dès le début. Il a dit qu'elle avait le bon type d'intelligence. Quand elle a finalement obtenu le rôle, elle se l'est approprié. Hopkins n'a pas seulement joué Hannibal Lecter, il l'a conçu. Il a basé la voix de Lecter sur HAL 9000 de 2001, l'Odyssée de l'espace, calme, robotique et étrange. Il imaginait Lecter se déplaçant comme un requin, silencieux, concentré, mortel. Il a emprunté le regard froid à son propre professeur d'art dramatique, un homme capable de démanteler un élève d'un simple regard. Hopkins s'est entraîné à ne pas cligner des yeux devant la caméra. Chunk 4. Cela mettait les gens mal à l'aise, et c'était le but. Il a également puisé dans des sources étranges pour la voix. Il a dit que les schémas de discours de Lecter avaient un peu de Truman Capote et même de Katharine Hepburn. Le résultat était glaçant. Il a transformé chaque réplique quelque chose de troublant. Chaque phrase sonnait comme un piège. Ensuite, personne ne s'attendait à ce qu'un film d'horreur sorte le jour de la Saint-Valentin. Mais le 14 février 1991, c'est exactement ce qui s'est passé. Orion Pictures a fait un coup audacieux sortant Le Silence des agneaux, un film rempli de cannibalisme, de meurtre et de terreur psychologique, plein milieu d'une fête connue pour les roses et la romance. À l'époque, février était le mois où les SA Studios se débarrassaient des films auxquels ils n'avaient pas confiance. Le public ne se précipitait généralement pas dans les cinémas pendant les mois froids, surtout pas pour l'horreur. Mais ce n'était pas un film typique et Orion ne jouait pas la sécurité. Ce week-end, le pari a été gagnant. Le film a rapporté 13,8 millions de dollars dans un peu moins de 1500 salles. Il s'est hissé directement à la première place du box-office. Plus choquant encore, ce n'était pas un coup de chance. Les films d'horreur ne réussissent presque jamais pendant les fêtes romantiques, mais Le Silence des agneaux a attiré les gens qui voulaient quelque chose de différent. Ce week-end d'ouverture ne représentait que 10,5% de ce qu'il allait gagner. Ça, c'était qu'il allait gagner aux États-Unis, un signe clair que le bouche à oreille était ce fort et que le film avait un sérieux pouvoir de maintien. Et il a continué à progresser. Le film avait un budget modeste d'environ 19 à 20 millions de dollars, mais il a fini par rapporter 275,7 millions de dollars dans le monde entier. Terme hollywoodien, ce film avait des jambes, et des jambes solides. Ses recettes nationales, à elles seules, se sont élevées à 130,7 millions de dollars. Et ses chiffres internationaux ont atteint 142 millions de dollars. Le total national représente 47,9% des recettes mondiales. Mais voici ce qui a vraiment fait tourner les têtes. Le film avait un multiplicateur de jambes de 9,5. Cela signifie qu'il a gagné près de 10 fois son week-end d'ouverture. Ce type de multiplicateur est presque inouï, surtout pour l'horreur.
Au lieu de s'estomper après quelques semaines, Ilescu est resté moyenne 15,5 semaines dans les salles. Chunk 5. À son apogée, il a été projeté dans 142 cinémas. Ce type de longue durée est généralement réservé aux films Disney ou aux blockbusters d'été, et non aux thrillers classés R avec des sujets troublants. Mais Le silence des agneaux ne ressemblait à rien d'autre. Puis vinrent les récompenses. Le film n'a pas seulement gagné de l'argent, il a gagné le respect. Aux Oscars, il a marqué l'histoire. Il a remporté les 5 catégories principales. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur scénario adapté. Seuls 2 autres films avaient fait cela auparavant. C'est arrivé. Une nuit, 1934, et Vol au-dessus d'un nid de coucou, 1975. Cela faisait de plus de 15 ans qu'un film n'avait pas raflé les 5 grands prix et aucun film d'horreur n'avait jamais remporté le prix du meilleur film. Le silence des agneaux a fait tomber ce mur. Plus impressionnant encore, Anthony Hopkins a remporté le prix du meilleur acteur pour seulement 16 minutes de temps d'écran. C'est l'une des performances les plus courtes à avoir remporté l'Oscar. Mais ces 16 minutes ont été inoubliables. Le film a également raflé les prix des cercles de critiques à New York, Los Angeles et au National Board of Review. Ce n'était pas seulement un succès, c'était un moment. L'impact ne s'est pas arrêté aux récompenses. C'est devenu un tremblement de terre culturel. Pendant 5 semaines consécutives, il est resté tête du box-office américain. Il a suscité des conversations dans les universités, les écoles de cinéma et les talk-shows. Les gens ont débattu de ces thèmes, de la violence, du genre, du pouvoir, et ces personnages sont devenus des noms familiers. Des professeurs ont écrit des articles à ce sujet. Des humoristes l'ont parodié. Des Simpsons à South Park, même des émissions comme Phineas et Ferb n'ont pas pu résister à l'envie de le référencer. Le film avait redéfini ce que l'horreur pouvait être. Il ne s'agissait pas seulement de faire peur. Il s'agissait d'histoire, de jeux d'acteurs et d'atmosphère. Des années plus tard, des films comme Get Out bénéficieraient du chemin tracé par Silence. Avant 1991, l'horreur n'était pas considérée comme digne d'être récompensée. Chunk 6. Après cela, tout a changé. Le monologue supprimé du silence des agneaux durait près de 2 minutes, et ce qu'Anthony Hopkins a fait dans cette prise a laissé l'équipe sans voix. Il a commencé dos à la caméra, complètement immobile. Puis, lentement, il s'est retourné, une pirouette complète, jusqu'à ce que son visage remplisse l'écran. Il pleurait. Les larmes n'étaient pas fausses. Elles coulaient alors qu'il parlait avec une intensité calme. Et les lignes, brutales, profondes, brutes. Pas une seule coupure dans la prise de vue. Hopkins est resté plein contrôle émotionnel, tout prononçant certaines des réflexions psychologiques les plus complexes jamais écrites pour le personnage d'Hannibal Lecter. Les critiques qui l'ont vu plus tard ont dit que cette seule scène aurait pu lui valoir un autre Oscar. Ce n'était pas seulement effrayant, c'était humain. Cette version de Lecter n'analysait pas seulement d'autres tueurs. Il comprenait la douleur, sa propre douleur. Hopkins ne jouait plus un monstre. Il jouait un homme qui avait été brisé, reconstruit et transformé quelque chose de terrifiant. Et la performance était si profondément émotionnelle qu'elle risquait de faire éprouver de la sympathie au public pour Lecter. C'est pourquoi elle a été coupée. Mais les mots résonnent encore. Une ligne particulière a fait faire une pause à toute l'équipe. Billy n'est pas né tueur, Clarisse. Oh non, il a été fait tueur. Cela change tout. Dans le film, nous savons que Lecter est froid, calculateur et distant. Mais dans cette scène supprimée, il est sur le point de craquer. Il continue de parler, sa voix tremblant, presque comme s'il ne parlait plus seulement de Buffalo Bill. Ces maisons seront très petites avec de minuscules fenêtres. Pas de fleurs, pas d'animaux de compagnie, pas de jouets, pas de soleil. Ce niveau de détail, c'est personnel. C'est trop spécifique. Chunk 7.
comme s'il décrivait son propre passé. Puis il dit « Billy veut renaître, pas changer, pas guéri, renaître. » Et soudain, ça fait tilt. Ce n'est pas seulement un profil, c'est une confession cachée à la vue de tous. Jonathan Demme, le réalisateur, savait ce qu'il avait. Lorsque Hopkins a terminé, Demme aurait crié, coupé et imprimé. C'était super duper, 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 duper bon. Tout le monde sur le plateau savait qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'historique. Mais plus tard, salle de montage, Demme a fait un choix difficile. Il l'a coupé. Il pensait que la scène rendait le lecteur trop sympathique, trop complexe. Cela risquait de déséquilibrer l'histoire, alors il l'a laissée tomber. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle était trop forte. Et ce n'était pas la seule chose troublante que nous n'avons jamais pleinement comprise. Le scénario original associait ce monologue supprimé à une cinématographie troublante. Hopkins a commencé la scène dans l'ombre. Lentement, la caméra s'est rapprochée au fur et à mesure que son visage se révélait. Une traînée de larmes baignait d'une douce lumière dorée. C'était une transformation visuelle qui reflétait sa transformation émotionnelle. L'éclairage, le mouvement, la mise au point, chaque image était conçue pour attirer le spectateur jusqu'à ce que le lecteur ne soit plus un méchant derrière une vitre, mais une âme blessée qui parlait à travers elle. Cette superposition psychologique ne s'arrêtait pas là. Une vérité plus sombre se cachait dans le dialogue. Des psychologues du cinéma ont remarqué que les descriptions de lecteurs de l'enfance de Billy sonnaient étrangement autobiographiques. Les dessins, le manque de lumière, l'absence de joie. Au fur et à mesure qu'il parlait, son état émotionnel se délitait et il est devenu clair qu'il ne faisait pas que diagnostiquer quelqu'un d'autre. Il révélait son propre traumatisme. La vraie horreur n'était pas Buffalo Bill. C'était la possibilité que Lecter soit Buffalo Bill dans une autre chronologie, qu'il ait vu les mêmes ténèbres et qu'il les ait traversées seul. Bien que cette scène ait été perdue dans le montage final, le film a tout de même offert une horreur inoubliable. Chunk, It. L'un de ses moments les plus tristement célèbres a été la scène de la lotion de Buffalo Bill. Il gardait Catherine Martin dans une fosse, refusant de l'appeler par son nom. Juste ça. Les murs étaient griffés, les ongles étaient embrassés. On pouvait sentir les victimes passer. Et quand Catherine refusait d'obéir, il la punissait avec un jet du tuyau, de l'eau froide. Aucune pitié. Un moment, il parlait doucement. L'instant d'après, il craquait. Cette scène a même fait sortir Barbara Bush, la première dame, horrifiée d'une projection. Et le pire, c'est que tout cela était une préparation à son objectif, transformer de la peau humaine un costume. Mais ce n'était pas seulement un film sur des tueurs, c'était aussi un film sur des victimes, surtout Clarice Starling. Son passé, caché sous des années de silence, est ressorti lors d'un échange glaçant avec Lecter. Elle lui a parlé des agneaux, de la façon dont elle les entendait crier pendant l'abattage dans le ranch de son oncle. Elle a essayé de sauver un, l'a porté sur des kilomètres, mais elle a échoué. Et cette culpabilité l'a suivie jusqu'à l'âge adulte. Les agneaux qui pleurent sont devenus une métaphore. Clarice a rejoint le FBI non seulement pour servir la justice, mais aussi pour arrêter les cris, pour sauver une vie innocente de plus. Lorsque Lecter a découvert cette vérité, il ne s'est pas moqué d'elle. Il l'a vue, l'a comprise, et c'est ce qui a rendu leur dynamique si troublante. Il était le seul à la comprendre vraiment. Et pourtant, il était un monstre. Rien ne le prouvait plus que l'évasion. À l'intérieur de sa cellule de détention à Memphis, Lecter attendait, toujours calme, mortel. Il avait caché une épingle pour crocheter ses menottes. Lorsque les gardes sont entrés, il a été poli, les a remerciés. Puis, comme si un interrupteur s'était enclenché, il a frappé. Chunk 9. Un des gardes a été tellement battu que son visage est devenu méconnaissable. L'autre a été éventré. Son corps a été transformé une pièce de théâtre grotesque. Lecter l'a suspendu comme un ange tordu, les bras écartés, éclairé d'eau. Puis il a porté le visage de l'autre garde. Littéralement, il l'a décollé et l'a utilisé comme déguisement pour s'échapper. Un détail souvent oublié.
Il a placé le globe oculaire de la victime sur le sien pour que personne ne regarde de trop près. Ils ont vu du sang, ils ont vu des blessures, mais ils ne l'ont pas vu. Et puis est venue la fin. Clarisse a obtenu son badge. Elle a résolu l'affaire. Elle a sauvé Catherine. Mais ce n'était pas ce fini. Le téléphone a sonné. C'était Lecter. Sa voix était toujours aussi calme. Il l'a félicité, puis lui a demandé une faveur. Ne le poursuivez pas. Elle a refusé et il a souri. Je vais dîner avec un vieil ami. Ce n'était pas seulement une blague, c'était une promesse. Le plan final le montrait traquant le Dr. Chilton dans un aéroport ensoleillé, prêt à se nourrir à nouveau. C'était subtil, poli, horrible. Mais les aspects les plus effrayants du mal de Lecter n'étaient pas toujours physiques. Ses conversations avec Clarisse étaient un poison lent. Il a disséqué son enfance, s'est moqué de ses insécurités, a imité sa voix. Chunk. 10. Il a fait douter Clarisse d'elle-même, puis l'a ramenée vers lui. Chaque question était un piège. Chaque compliment, un appât. Il utilisait le langage comme un scalpel, coupant, tranchant, exposant. Il a diagnostiqué son traumatisme, non pas pour l'aider, mais pour la contrôler. Même après son départ, ses mots sont restés avec elle. C'est ça le vrai dommage. 1991. Le silence des agneaux est devenu un énorme succès. Il a rapporté plus de 272 millions de dollars dans le monde entier et a remporté 5 Academy Awards, dont celui du meilleur film. Mais derrière les éloges, une histoire beaucoup plus sombre se déroulait. Une histoire qui n'a pas été mise lumière sur le tapis rouge. Au centre de celle-ci se trouvait un personnage nommé James Gumb, plus connu sous le nom de Buffalo Bill. C'était un tueur brutal qui écorchait ses victimes et rêvait de devenir une femme. Mais au lieu de simplement montrer un homme perturbé, le film a franchi une étape supplémentaire. Il a directement lié la non-conformité de genre à la violence, à la folie et au comportement prédateur. Dans une scène tristement célèbre, Gumb danse devant un miroir, portant du maquillage, un peignoir de femme et cachant ses organes génitaux, tout écoutant la chanson envoûtante Goodbye Horses. Ce moment, gravé dans la culture pop, est devenu un symbole dangereux qui a amené de nombreux spectateurs à associer l'identité trans à l'horreur. Les cinéastes ont essayé d'atténuer le coup. Hannibal Lecter dit même dans le film « Ce n'est pas un vrai transsexuel », mais cette réplique n'a pas aidé. Les dommages visuels étaient faits. Elle reprenait la même idée que celle de Psychose avec Norman Bates et dans les histoires réelles du tueur série Ed Gein, qui a également inspiré Buffalo Bill. Encore et encore, le cinéma a mis avant l'idée du tueur travesti comme s'il s'agissait d'un lieu commun de l'horreur. Les personnes transgenres n'avaient pas beaucoup de personnages à admirer dans les films. Et lorsque les quelques représentations qui existaient les dépeignaient comme dangereuses, cela créait un réel préjudice. L'écrivaine transgenre Eleanor Jean a admis plus tard que lorsqu'elle était enfant au Texas, elle croyait qu'être trans signifiait qu'elle finirait soit travailleuse du sexe, soit toxicomane, soit folle. Elle pensait qu'elle devait cacher qui elle était. Cette peur ne venait pas d'exemples réels. Elle venait d'Hollywood. La colère a atteint son point d'ébullition 1992. Le 30 mars, lors de la cérémonie des Academy Awards à Los Angeles, la manifestation a commencé. Des centaines de militants de groupes tels que Queer Nation et Act Up se sont rassemblés devant le Dorothy Chandler Pavilion. Chunk, 11. Ils ne se contentaient pas de crier, ils étaient préparés. Act Up avait collecté de l'argent pour la caution à l'avance. Même si leur compte bancaire ne contenait que 25 $, les organisateurs savaient que les arrestations étaient improbables. Les manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Pire film, le silence des agneaux » et « Hollywood, arrête de censurer nos vraies vies queer ». Alors que les limousines s'arrêtaient, les militants se sont assis dans les rues, bloquant le tapis rouge. Des chants comme « Hey, hey, ho, ho », l'homophobie doit disparaître ont retenti. Les célébrités ont été forcées de passer devant eux. La police à cheval a chargé dans la foule. Au moins 10 personnes ont été arrêtées.
L'une d'entre elles, Annette Godino, a été frappée avec une matraque et traînée dans une camionnette. Elle a passé la nuit dans une cellule de détention à partager l'espace avec des travailleuses du sexe et à manger des sandwichs à la mortadelle. Pour de nombreuses personnes qui regardaient chez elle, la manifestation est à peine passée à la télévision. Les micros ont été réglés pour bloquer le son, mais une vidéo amateur a capturé la vérité. Des foules cessants criaient « Brûlez! Hollywood! Brûlez! » Rob Roberts, membre de Queer Nation, a résumé le message. « Nous ne sommes pas des slashers. Nous ne sommes pas des pédophiles. Nous n'écorchons pas les femmes. » Pendant ce temps, Ted Levine, l'acteur qui a joué Buffalo Bill, était félicité pour sa performance terrifiante. Les critiques l'ont qualifié de brillante. Mais, des années plus tard, le poids du rôle l'a hanté. Levine n'a pas parlé souvent publiquement, mais d'autres l'ont fait. La cinéaste transgenre Lily Wachowski a déclaré plus tard que Buffalo Bill était devenu une arme politique. Les campagnes anti-trans ont utilisé son image pour affirmer que les personnes transgenres étaient un danger dans les toilettes des femmes. « Nous ne sommes pas des prédateurs », a-t-elle déclaré. « Nous sommes des proies. » Même lorsque de nouveaux projets ont essayé de réparer les dégâts, l'ombre de Buffalo Bill planait. 2021, CBS a sorti une série de suivi appelée Clarisse. Elle comprenait un personnage trans qui dénonçait directement le film original. Elle a expliqué comment la tempête médiatique autour de Buffalo Bill a donné l'impression que les transsexuels étaient des monstres. Les producteurs de la série ont admis les dégâts. Elizabeth Claveter, productrice exécutive, a déclaré ouvertement que la franchise Hannibal Lecter avait fait beaucoup de mal. Ce qui rend l'héritage du film si douloureux, c'est à quel point il était subtil et puissant. Il n'a pas crié son message. Il l'a glissé tranquillement à travers une musique étrange, un éclairage faible et des scènes de transformation troublantes. Chunk, 12. Mais l'impact a été fort. Les chercheurs soulignent maintenant le trope du tueur travesti comme l'un des schémas les plus dommageables de l'histoire d'Hollywood. Ce n'était pas seulement dans Le silence des agneaux. Il avait des racines remontant à l'œuvre d'Alfred Hitchcock et il a continué à se développer à partir de là. Anthony Hopkins n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour entrer dans l'histoire. Il n'a été à l'écran que pendant 24 minutes et 52 secondes dans Le silence des agneaux. Mais c'était suffisant. 2003, l'American Film Institute a désigné son Hannibal Lecter comme le plus grand méchant de film de tous les temps. Tontin. Il s'est classé plus haut que Norman Bates et même Darth Vader. Le secret de sa performance glaçante, Hopkins n'a jamais cligné des yeux. Il a dit qu'il avait basé le regard froid. Du personnage sur HAL, l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace. Sa voix, un étrange mélange de Truman Capote et de Katharine Hepburn. Cela a fonctionné. Les spectateurs ont senti leur peau se hérisser. Il a remporté l'Oscar du meilleur acteur. Et le film a fait quelque chose que presque aucun film n'a jamais fait. Il a remporté les 5 grands prix. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur scénario adapté. Mais la foudre ne frappe pas 2 fois. Même si Hannibal a rapporté plus d'argent que Le silence des agneaux, gagnant 165 millions de dollars aux États-Unis contre 130 millions de dollars pour l'original, les critiques l'ont détesté. Son score sur Rotten Tomatoes est passé de 95% à seulement 39%. Une partie du problème était que Jodie Foster n'est pas revenue. Elle a choisi un autre projet appelé Flora Plum. Julianne Moore a pris sa place, mais la magie entre Hopkins et Foster avait disparu. Dragon Rouge est venu ensuite et a rapporté 93 millions de dollars. Puis, Hannibal Lecter. Les origines du mal a fait un flop, ne rapportant que 27 millions de dollars. Même Le sixième sens, le film de 1986 avec Brian Cox dans le rôle de Lecter, n'avait rapporté que 8,6 millions de dollars. Les chiffres ont prouvé ce que les fans savaient déjà. Sans Hopkins dans ce rôle précis, la formule ne fonctionnait pas. Aucun budget ni aucune star ne pouvait recréer ce qui a rendu l'original si inoubliable.
Chunk, 13. Pourtant, l'impact du Silence des agneaux est allé bien au-delà des chiffres du box-office. Le film est devenu une partie de la culture quotidienne. Selon IMDb, il a été référencé ou parodié plus de 500 fois. Tout le monde connaît la phrase « J'ai mangé son foie avec des fèves au beurre et un bon Chianti ». Les gens ont même commencé à créer des recettes pour la sortir. La scène de danse troublante de Buffalo Bill est devenue son propre phénomène de culture pop. Des émissions de télévision comme Family Guy, Les Simpsons et The Office ont sauté dans le train-marche. Billy Crystal a animé les Oscars déguisé Hannibal Lecter. Des films entiers, comme Le Silence des jambons, et même des comédies musicales ont été créées juste pour le parodier. Et lorsque Halloween est arrivé, le masque facial de Lecter est devenu l'un des costumes les plus populaires au monde. Des décennies plus tard, les gens le citent encore, rient encore des parodies, frissonnent encore devant l'original. Dans le même temps, les universitaires ont commencé à examiner le film à travers un prisme plus sérieux. Une thèse universitaire espagnole a exploré comment l'histoire abordait les traumatismes de l'enfance et l'identité de genre utilisant la théorie freudienne. Des chercheurs ont disséqué le rôle de Clarice Starling dans un lieu de travail dominé par les hommes. Ils ont noté comment elle était constamment sous-estimée, forcée de faire ses preuves encore et encore. Les analystes ont également salué la structure du film. Clarice a été perçue comme un personnage qui n'a jamais changé ses convictions fondamentales. Même lorsqu'elle est entourée de dangers, elle tient bon. D'autres se sont concentrés sur Buffalo Bill et sur la façon dont le personnage a été utilisé pour explorer l'identité et la façon dont la société la comprend en mal. 2025, le London Soundtrack Festival a même accueilli une performance directe de la partition du film avec le compositeur Howard Shore présent. Ce n'était plus seulement un film d'horreur, c'était une œuvre d'art et elle ne disparaît pas. L'ère du streaming a donné une seconde vie au Silence des agneaux. Mai 2025, il est disponible sur des plateformes comme Max, AMC+, Fubo et DirecTV. Peacock l'a ajouté novembre 2024, juste à temps pour Halloween. De nouveaux fans le découvrent. Les anciens fans le revisitent et certains le regardent juste pour étudier le symbolisme derrière les agneaux. Clarisse, hantée par des souvenirs d'agneaux abattus lorsqu'elle était jeune, essaie de sauver les agneaux dans chaque affaire qu'elle prend charge. C'est plus que de la résolution de crimes, c'est sa façon personnelle de guérir. Chunk, 14. Certaines écoles de cinéma enseignent maintenant des cours entiers sur le film. D'autres le présentent comme le seul film d'horreur pure à avoir remporté le prix du meilleur film aux Oscars, un titre qu'aucun autre film d'horreur n'a pu égaler.